Alors, bonjour, mon nom est Claudia Maltais, je suis infirmière clinicienne et technicienne en nutrition. Aujourd'hui, je suis accompagnée d'Hélène Parent. Alors bonjour, moi je suis infirmière auxiliaire, formatrice et enseignante. Dans le cadre du programme Priorité aux aînés sécurité, en collaboration aussi avec le service des aides familiales de l'AB. Alors notre capsule d'aujourd'hui portera sur les maladies cardiovasculaires. Effectivement, aujourd'hui, nous allons parler d'hypertension, d'angine, d'infarctus et d'AVC, ainsi que des saines habitudes de vie qui entourent un petit peu tout ça. OK. Alors Claudia, si on commençait par dire qu'est-ce que c'est le cœur en fait? Oui, mais en fait, le cœur, si on veut une définition simple, on peut parler d'une pompe. En fait, notre cœur, c'est la pompe qui va permettre d'envoyer le sang un petit peu partout dans notre organisme, permettant ainsi à nos cellules d'avoir l'oxygène nécessaire pour fonctionner et faire leurs activités. C'est tout simplement ça, c'est pas si compliqué dans le fond. Non, pas vraiment. Je vais te parler de M. Vadeboncoeur. En fait, M. Vadeboncoeur, il avait reçu il y a quelques mois un diagnostic d'hypertension. Alors, depuis qu'il suit les conseils du pharmacien, de son infirmière, son état de santé s'est beaucoup amélioré. Par contre, son amie, Mme Jolicoeur, elle aimerait vraiment en apprendre plus sur le sujet. Alors, est-ce qu'on pourrait l'aider? Je pense que oui. D'après moi, on devrait être bon pour leur donner quelques informations. Donc, premièrement, si on veut définir qu'est-ce que c'est que l'hypertension, donc c'est une pression qui est trop élevée à l'intérieur de nos artères et de nos vaisseaux, mais de façon constante, en fait. Donc, c'est pas parce qu'on a une valeur qui est trop élevée qu'on est hypertendu. Ça nous en prend plusieurs et de façon constante. Si on veut se l'imager, par exemple, ce qu'on pourrait penser, c'est un ballon d'anniversaire qu'on gonfle. Quand on envoie de l'air dans notre ballon, qu'est-ce qui arrive? Le ballon, il gonfle. Mais plus on en envoie, à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? Il peut éclater. Effectivement. Donc, c'est un peu la même chose avec nos artères. Ils ont une forme d'élasticité, ils ont une capacité à s'étirer, mais à un moment donné, quand la pression est trop forte, il peut y avoir des petits incidents. Donc, c'est ça qu'on veut prévenir. Eh bien. J'aimerais ça, par contre, Hélène, que tu nous parles à ton tour des symptômes de l'hypertension pour que les gens à la maison connaissent un petit peu mieux ça. En fait, l'hypertension, on le nomme aussi tueur silencieux. Alors, pourquoi tueur silencieux? C'est parce qu'on peut y avoir beaucoup de symptômes sans s'en rendre compte. Et la maladie va faire son œuvre quand même. Alors, si on parle de symptômes, on va parler de maux de tête sévères. Rougeur aussi au niveau et chaleur au niveau du visage. On va voir aussi des personnes qui vont avoir beaucoup de palpitations, des étourdissements et même une sensation d'anxiété là, vraiment très importante. Donc, c'est vraiment un inconfort qui est quand même significatif pour la personne qui vit avec ça. Oui, vraiment, mais c'est pas dit qu'on va avoir tous les symptômes. On peut en avoir juste un, puis ça peut être significatif aussi. Et comment est-ce qu'on pourrait dépister ça en le mesurant? Mais c'est quoi les valeurs qu'on peut vraiment définir qui sont la normale ou pas? Alors, quand on parle d'une valeur normale, on va parler de 120 sur 80. Alors là, il n'y aura aucun risque. Par contre, si on commence à 140, 90, c'est un petit peu inquiétant. On va commencer à avoir un petit peu plus de risques à ce moment-là. Donc, ce serait préférable d'aller voir notre médecin à ce moment-là si on a des inquiétudes. C'est ça, ou le pharmacien. Le pharmacien. C'est ça, exactement. Alors, maintenant, on vient de parler de l'hypertension. Puis, il me semble que j'ai déjà entendu baisse de pression. Est-ce qu'il y a un autre nom qui pourrait être lié à ça? Effectivement. Donc, oui, il y a l'hypertension, mais il y a aussi l'hypotension, qui est l'inverse. En fait, c'est que ma pression artérielle à l'intérieur de mes artères est un petit peu trop basse. Et il y a des gens que, naturellement, ils vont vivre avec ça, l'hypotension, puis qui n'auront pas vraiment de symptômes dans leur vie au quotidien, alors que d'autres vont vraiment être incommodés par ça. Je te donne un exemple, ça va nous amener aux symptômes. Quand on se lève le matin de notre lit un petit peu trop rapidement, qu'est-ce qu'on ressent? Un étourdissement. Effectivement. Alors, si ensuite de ça, dans d'autres symptômes qu'on pourrait y avoir, on pourrait avoir la fatigue, la confusion. On peut avoir même des nausées, puis même la vision qui peut être aussi brouillée. Okay. Alors, ça aussi, si on ressent ces symptômes-là, je pense que ce serait préférable d'aller consulter aussi. Effectivement. Donc, c'est pas meilleur d'avoir une pression trop élevée ou trop basse. Non, c'est justement. Alors, Claudia, l'autre jour, en feuilletant le journal, j'ai lu un mot, puis en tout cas, je me suis posé des questions là-dessus. Artérosclérose. Qu'est-ce que ça dit pour toi? En fait, l'athérosclérose, Hélène, on parle de la maladie de nos artères. C'est un beau grand mot pour parler, en fait, d'accumulation ou de dépôt de plaques graisseuses dans nos artères. C'est la maladie des artères, tout simplement. C'est qu'à long terme, progressivement, c'est une maladie qui s'installe. Donc, c'est elle qui va causer tous les problèmes qu'on va voir ensemble tout à l'heure, comme l'angine et l'infarctus, par exemple. Donc, si on se réfère à l'image, donc, qu'est-ce qu'on peut voir? C'est un artère, par exemple, où est-ce que le sang circule très bien. On voit les globules rouges sur l'image qui vont circuler facilement.
Mais plus ça va aller, sur chacune des images, qu'est-ce qu'on voit? Hein? C'est que tranquillement, pas vite, les petits dépôts de gras s'accumulent de plus en plus à l'intérieur sur les parois de nos vaisseaux. Puis à un moment donné, qu'est-ce qui va arriver? C'est que la circulation du sang va se faire beaucoup plus difficilement. Tu es d'accord avec moi? C'est ce qu'on voit en jaune, là. C'est ce qu'on voit en jaune vraiment sur l'image. Et quand on regarde sur la partie plus de droite, on voit un petit caillou qui veut essayer de passer dans l'artère. Et malheureusement, parce qu'il y a des plaques de gras qui se sont formées avec le temps, à un moment donné, ça peut bloquer dans le passage. Et c'est là qu'on peut avoir une interruption de la circulation du sang. Donc, on prive une partie de notre organisme d'oxygène. Ce qu'on va voir tantôt, là, un petit peu plus précisément. Mais en gros, c'est ça. Donc, nos artères, tantôt, on a dit qu'ils sont élastiques. Ils ont une capacité à reprendre leur place et à s'étirer. Mais quand la maladie comme ça, l'athérosclérose, se développe, qu'est-ce qui va arriver? On va voir un durcissement, un rétrécissement et une moins bonne capacité, justement, à s'étirer. Fait qu'il peut y avoir des conséquences comme les maladies qu'on va voir ensemble tout à l'heure. C'est bien. Alors, je vais te revenir maintenant. On a parlé de M. Vadeboncoeur, puis je t'ai parlé de son amie, Mme Jolicoeur. Et depuis quelques jours après notre rencontre, après cette rencontre-là avec Mme Jolicoeur, on a appris que celle-ci a eu un malaise cardiaque, toi. Alors, elle n'a pas bien compris, c'est sûr, avec la nervosité, le stress et tout ça, quand elle est allée voir son médecin, elle n'a pas trop compris ce qui se passait vraiment concernant son état de santé. Alors, je lui ai dit, soyez sans crainte, on va vous en parler. Effectivement. Ils sont pas chanceux, ce petit couple-là, quand même. Ils portent bien leur nom, par exemple. Jolicoeur, Vadeboncoeur. Exactement. Donc, on a parlé d'hypertension tantôt pour M. Vadeboncoeur. Oui. Maintenant, c'est Mme Jolicoeur qui, elle, a un problème, là, plus au niveau cardiaque, si on veut, là, en référence avec l'athérosclérose. Donc, qu'est-ce qui va se passer quand on fait de l'angine? Parce qu'on a su par après que c'était ça sa problématique de santé, elle faisait de l'angine. Donc, ça survient lorsqu'on a un ou des artères, en fait, qui sont partiellement ou complètement bloquées. Mais généralement, c'est plus quand c'est partiellement bloqué que ça va survenir. On parle de crise d'angine. Donc, ça veut dire que ça dure un certain temps et que généralement, quand on traite, ça va passer. Donc, qu'est-ce qui va se passer? C'est que je vais manquer d'oxygène parce que le sang ne circule plus bien. Donc, pendant un certain temps, je vais avoir des symptômes comme, par exemple, un serrement ou une sensation de brûlure vive au niveau de la poitrine. On pourrait aussi avoir une douleur qui va se propager au niveau de la mâchoire du côté gauche ainsi que du bras gauche. Oui. Et aussi, en général, qu'est-ce qu'on dit pour ce qui est des crises d'angine? C'est que les symptômes passent généralement en quelques secondes à quelques minutes lorsqu'on les traite, bien entendu. Et souvent, ça va survenir pendant une activité physique. Donc, par exemple, si je suis en train de pelleter à l'extérieur l'hiver, ça me demande un effort physique intense, ou si je suis en train de vivre un stress, une grosse émotion, ça pourrait arriver aussi à ce moment-là. Et on va traiter ça, en fait, avec de la de la nitroglycérine, soit sous forme de pompe ou soit sous forme de comprimé. Généralement, si c'est de l'angine, les symptômes devraient s'atténuer à ce moment-là. Mais bien sûr qu'on recommande toujours d'aller consulter, même quand on l'utilise et qu'on le sait qu'on a le diagnostic à la maison, c'est toujours préférable d'aller voir à l'hôpital. Oui. Par contre, Claudia, je te dirais que si ça continue, ces symptômes-là, parce qu'on va parler maintenant d'une crise de cœur où on pourrait parler d'infarctus. Oui. Alors, qu'est-ce qui va y arriver? Alors, c'est la circulation sanguine aussi qui est vraiment, mais vraiment interrompue ou c'est vraiment bloqué. Quand on voyait tout à l'heure ton petit caillot, alors il va vraiment bloquer à ce moment-là. Et c'est sûr que, il va y avoir aussi un manque d'oxygène. Les symptômes se ressemblent beaucoup, mais sauf qu'il y en a d'autres qui se sont ajoutés. Alors oui, on peut avoir une douleur au niveau de la mâchoire, un serrement au niveau de la poitrine. Ça peut aussi s'en aller dans notre bras gauche. Ça peut aller aussi dans le dos. Ça pourrait arriver que ce soit ça aussi. Par contre, là, la douleur, elle est tellement intense que les gens ils ont souvent de la nausée, des vomissements, pour avoir des sueurs aussi. Et ensuite de ça, ils deviennent très étourdis et c'est sûr de l'anxiété, vraiment beaucoup, tellement que les gens pensent qu'ils vont en mourir. Oui, ça pourrait arriver. Et qu'est-ce qu'il faut faire à ce moment-là? C'est tout de suite de communiquer soit avec le 911. C'est préférable de ne pas y aller seul aussi, se rendre à l'hôpital. Mais il faut vraiment bouger le plus possible. Et contrairement avec l'angine, c'est que quand même je prendrai de la nitro, à ce moment-là, ça ne fera pas effet. Ça ne résoudra pas mon problème.
ça ne résoudra pas notre problème. Ça fait que c'est pour ça qu'il faut se rendre le plus tôt possible pour avoir moins de dommages aussi. Et je pense que tu le dis, hein, mais il y a des gens qui, quand ils font une crise de cœur, vont penser que c'est parce qu'ils ont un problème de digestion. Oui, ils pensent qu'ils ont trop mangé gras ou que la nourriture ne passe pas bien. Mais en fait, ça pourrait être un signe d'une crise cardiaque. Ils vont dire, je vais prendre un petit peu d'eau chaude ou quoi que ce soit, ça va passer. Oui, ça pourrait être ça, mais il ne faut pas prendre le risque. Il faut se rendre tout de suite à l'hôpital le plus tôt possible. Là, on s'entend qu'on n'en parle pas pour que les gens paniquent à la maison, mais juste pour qu'on soit un petit peu plus alerte à ces signaux-là et de savoir que l'action à poser, c'est vraiment de se rendre au service d'urgence le plus rapidement possible. Oui, exactement. Ne pas se rendre seul non plus, de ne pas prendre le risque de prendre sa voiture non plus pour y aller. Alors, c'est d'appeler le 911 pour avoir un transport. Parce qu'il pourrait y avoir des malaises aussi pendant la conduite automobile. Exactement. Alors, il peut y avoir d'autres choses qui peuvent arriver à ce moment-là. J'espère que Mme Jolicoeur, on va avoir répondu à quelques-unes de ces questions, parce qu'on sait que quand ça arrive une fois, on n'est pas à l'abri que ça nous réarrive une autre fois, un incident comme ça. Oui, exactement. Alors, il faut avoir quand même un bon suivi avec notre médecin. Et ensuite de ça aussi, le pharmacien, ça peut être aussi l'infirmière qui peut nous aider là-dedans, une bonne équipe. Puis je pense qu'on verra un petit peu plus tard tantôt, les saines habitudes de vie. On va en reparler tantôt, mais c'est très important, surtout lorsqu'on se fait poser un diagnostic au niveau de la santé cardiovasculaire. Bien manger, bouger, etc. On va le revoir tantôt. Oui, exactement. On va le voir tout à l'heure avec M. Vadeboncoeur. Effectivement. J'aimerais ça maintenant te parler d'un événement qui est arrivé justement chez M. Vadeboncoeur. Imagine-toi que son frère Gustave, il jouait aux cartes avec lui, puis il s'amusait bien en compagnie. Et il a remarqué soudainement que son frère, justement, Gustave, avait le visage très affaissé. Et lorsque aussi il jasait avec lui, son frère avait beaucoup de misère encore à s'exprimer. Alors, tu sais que M. Vadeboncoeur était vite. Téléphone le 911 pour avoir le plus possible d'avoir de l'aide. Et justement, par après, M. Gustave dit « Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? » Alors, c'est justement ce qu'il aimerait savoir. Effectivement. Mais pour commencer, je te dirais que j'aimerais ça qu'on le félicite, M. Vadeboncoeur, d'avoir eu ce geste-là. Immédiatement, a vu une situation de crise, en fait, une situation d'urgence. Il ne savait pas exactement qu'est-ce qui se passait, mais a eu le bon réflexe, c'est-à-dire appeler les services d'urgence, donc le 911, et ensuite sécuriser son frère, M. Gustave, et attendre les services d'urgence pour qu'ils puissent le prendre en charge. Parce que des fois, c'est difficile de classer les symptômes et de savoir exactement qu'est-ce qui arrive à moins de l'avoir déjà vécu par nous-mêmes. Alors, il ne faut pas prendre ce risque-là d'attendre. On appelle tout de suite le service d'urgence. Puis, on va voir, en fait, que ce qu'on a su, nous, par après, c'est que M. Gustave, il lui était arrivé un AVC, donc un accident vasculaire cérébral. Est-ce que c'est la même chose quand on disait ACV? Exactement la même chose. C'est juste qu'on est allé inverser les lettres et aujourd'hui, on appelle ça un AVC. C'est bien. Donc, pour se donner une petite définition de qu'est-ce que c'est qu'un AVC, en fait, tantôt, on a parlé de nos vaisseaux. Les vaisseaux sanguins, on en a partout dans notre corps, mais on en a aussi dans notre cerveau. On en a plein de petits vaisseaux. Et lorsqu'on fait un AVC, en fait, c'est qu'il y a un de nos vaisseaux sanguins qui irrigue une partie de notre cerveau qui va soit être bloqué. Donc, la circulation sanguine va être bloquée par un caillot. Donc, dans ce temps-là, on parle d'un AVC ischémique. Ou encore, on va parler d'une rupture d'un des vaisseaux sanguins à l'intérieur de notre cerveau. Est-ce que c'est ça, qu'il y a du sang qui se répand? Qu'il y a du sang qui se répand, effectivement. Donc là, on va parler d'un AVC hémorragique dans ce temps-là. Donc, c'est vraiment en lien avec tout ce qu'on a expliqué depuis le début. Donc, nos artères qui perdent de l'élasticité. Et à un moment donné, il peut y avoir un bris au niveau de ce vaisseau-là et le sang va commencer à se répandre à l'intérieur du cerveau. Ou encore, c'est qu'il y a un caillot qui a bloqué. Un peu comme ton ballon. Un peu comme mon ballon, effectivement. Exactement. Donc, ce sont deux types d'AVC qui sont différents, mais qui ont des conséquences un petit peu similaires, si on veut, au niveau du cerveau, parce que notre cerveau, lorsqu'il est privé d'oxygène, malheureusement, plus le temps s'étire et plus les dommages peuvent être grands à l'intérieur de notre cerveau. On sait qu'il y a différentes zones dans notre cerveau qui vont correspondre à différents centres. Par exemple, le langage, la mémoire, la compréhension, l'équilibre, etc. Donc, dépendamment de où est-ce que ça va avoir touché, on va avoir des conséquences qui peuvent être différentes d'une personne à l'autre. Et ce qu'on doit retenir dans le cas d'un AVC, et on revient avec M. Gustave et M. Vadeboncoeur, en fait, c'est que le temps, c'est des cellules. Donc, plus j'agis rapidement, plus je suis traitée rapidement, plus j'ai de chance, justement, d'avoir le moins de séquelles possible à ce moment-là. Donc, il a fait exactement ce qu'il fallait faire, M. Vadeboncoeur, pour son frère.
Un truc, on aurait peut-être un truc à leur suggérer aussi aux personnes qui nous écoutent, hein, pour justement voir les symptômes le plus rapidement possible. Hein. Il me semble qu'il y avait un petit truc, là. Effectivement. Je pense que tout le monde en a un petit peu entendu parler dans la dernière année. Hein. Il y a eu beaucoup de publicité, il y a eu beaucoup de cas de gens qu'on a vus à la télévision qui ont fait des AVC. Le mot « vite », l'acronyme « vite », donc « V » pour visage. Est-ce que le visage de la personne est-il affaissé? Ce qu'on a vu tantôt dans notre mise en situation. Hein? Donc, M. Gustave avait une partie du visage affaissé. I pour incapacité. Donc, on va demander à la personne de placer ses deux bras en avant d'elle. Et qu'est-ce qui va arriver généralement? C'est que le côté du visage qui est affaissé, le bras aussi va s'affaisser du même côté. On dit T pour trouble de la parole. Donc, on va demander à la personne qui est devant nous de prononcer un mot. On ne demande pas un mot compliqué, là, un mot simple ou une petite phrase courte. Et on va voir justement une difficulté à prononcer les mots, parfois même incapacité complète. Donc, E, le dernier mot, pour extrême urgence. On appelle le 911 le plus rapidement possible. Donc, c'est facile à retenir le mot vite. Hein? Oui. On ne le dira jamais assez. Plus vite vous allez téléphoner au service d'urgence, plus vous allez pouvoir aider la personne qui est en avant de vous. Et on en parle parce que c'est important d'être capable de reconnaître justement ces symptômes-là et d'agir rapidement. Oui, pour que les conséquences soient moins graves. Soient moins graves, en fait, exactement. J'aimerais maintenant qu'on a fait le tour ensemble, toi puis moi, Hélène, aujourd'hui, que ce soit au niveau de l'hypertension, de l'angine, de l'infarctus et de l'AVC, il y a sûrement des facteurs de risque pour les maladies cardiovasculaires en général. Mais je pense qu'il y en a des modifiables et des non modifiables. J'aimerais ça que tu regardes ça avec nous. Oui, justement. Alors, pour les facteurs de risque, comme tu l'as bien dit, il y en a des non modifiables. Non modifiables parce qu'on ne peut pas changer ça. Malheureusement, on ne peut pas changer ça. Alors, si je regarde au niveau de l'âge, hein, avec le vieillissement qui augmente, hein, ça peut être un facteur de risque. Le sexe aussi, hein, on parle des hommes de plus de 40 ans, alors vont être beaucoup plus à risque. Les femmes aussi avec la ménopause. Hein. Alors ça, on ne peut pas changer ça. Alors c'est vraiment des facteurs non modifiables. Par contre, on en a d'autres aussi qu'on appelle modifiables. Alors qu'est-ce que c'est qu'on pourrait changer? Alors on parle au niveau d'une mauvaise alimentation. Alors si on a une mauvaise alimentation, on peut changer ça. On parle aussi d'un manque d'activité physique. Hein. Alors ça aussi, ça peut être modifiable. Ça peut être un risque aussi pour les maladies cardiovasculaires. Alors, le surplus de poids, hein, l'obésité. C'est sûr, si je ne fais pas attention à ma nourriture, si en plus de ça, je ne fais pas d'exercice physique, alors, je vais être plus sujet à avoir de l'embonpoint à ce moment-là. Et ensuite de tout ça, on va parler du stress. Le stress, la vie va tellement vite. Hein? Alors, ça aussi, ça pourrait être un facteur là, modifiable. On parle du tabac, hein, la cigarette. Hein? Alors, ça aussi, et l'alcool. Si je ne me trompe pas, le tabac, en fait, hein, qu'est-ce qu'il va faire au niveau de nos artères? Il y a des grosses conséquences. Hein? Il va durcir nos artères, tout ça, puis ça va favoriser l'accumulation de plaques et de dépôts graisseux, la fameuse athérosclérose. Oui, exactement. Et le dernier, c'est l'alcool. Alors, on sait que l'alcool, ça peut être très dommageable aussi. Et on dit que pour une femme, on devrait prendre 2 consommations par jour ou bien 10 par semaine. Hein? Et pour un homme, maintenant, on sait que ça peut être 3 consommations par jour ou bien 15 par semaine. Alors, c'est pour ça qu'on dit que ça peut être modifiable. Puis, on sait aussi, hein, Hélène, que l'alcool, ça fait monter notre pression artérielle. Donc, on voit que ça joue sur plusieurs facteurs. Hein? Donc, ce sont des choses intéressantes que tu viens de nous dire là, sur lesquelles je pense que tout le monde a un pouvoir hein, dans sa vie tous les jours de prendre des décisions et de faire des choix qui sont plus santé pour notre santé du cœur, qui est très important. Si on veut bien vieillir, il faut en prendre soin de notre cœur. Effectivement. Hein, c'est notre pompe. C'est celle-là qui sert à envoyer le sang partout. C'est la base. Exactement. Alors, Claudia, je viens de te parler des facteurs de risque qui sont modifiables. Alors, tout d'abord, je t'ai parlé au niveau de mauvaise alimentation. Hein. Alors, certainement, tu pourrais nous donner des trucs là, pour améliorer ce côté-là. Hein. Bien, effectivement. Et en fait, l'alimentation, c'est vraiment la base. Donc, avoir une saine alimentation, c'est vraiment le point crucial pour essayer de prévenir les maladies cardiovasculaires et l'hypertension. Donc, première chose à laquelle on va porter plus attention, c'est sûr que c'est le sel, le fameux sodium. Donc, première chose qu'on peut faire, des petits trucs à la maison, c'est une fois qu'on a assaisonné nos mets, on laisse la salière dans l'armoire, on ne la remet plus sur la table. Hein? Ça, c'est une bonne chose à faire. On peut utiliser aussi des épices ou encore des fines herbes qui peuvent être utilisées. Et on peut se référer aussi au tableau de valeur nutritive qu'il y a sur les aliments qu'on va acheter à l'épicerie, en fait. Hein? Et quand on regarde au niveau pas des ingrédients, mais de la valeur nutritive, on va aller cibler plus particulièrement, en fait, le sel, hein, le sodium, le sucre et le gras.
Et ce qu'on va rechercher, ce sont des aliments qui contiennent 5 et moins de la valeur quotidienne. Alors, c'est important quand même, quand je vais à l'épicerie, de bien regarder au niveau de l'étiquette pour voir si les chiffres correspondent bien. Effectivement. Il faut être vigilant, par contre, parce que des fois, la portion qu'on nous propose est très petite versus la quantité pour essayer justement de nous vendre un produit qui peut être extrêmement mauvais pour la santé. Hein? Donc, c'est d'être vigilant. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait attention? Bien, je l'ai mentionné un petit peu, hein? Le sucre et le gras, eux aussi, sont pas bons au niveau des maladies cardiovasculaires. Pourquoi? Bien, en fait, c'est que ça peut favoriser un surplus de poids. Donc, c'est ce qu'on veut éviter. On veut éviter d'avoir un surplus de poids pour développer des maladies comme les maladies du cœur et le diabète de type 2. C'est ça, exactement. Ensuite, il faut faire attention aussi à nos choix d'huile, hein, nos matières grasses. Hein? Donc, l'important, c'est de varier, mais c'est surtout de privilégier aussi les gras d'origine végétale. Hein? On sait que ce sont des meilleures sources de gras et qui sont moins dommageables pour la santé du cœur. Le guide alimentaire canadien, maintenant, est-ce qu'il peut nous aider? Oui, hein, comme pour tout le monde, en fait, on peut l'utiliser, le guide alimentaire canadien, comme base de référence. Et pour les gens qui ont des maladies du cœur, oui, c'est encore une base à utiliser, mais comme on disait, hein, on fait attention un petit peu plus au sucre, au gras et au sel. Donc, on va toujours continuer de dire d'essayer d'avoir le plus possible d'incorporer des fruits et des légumes dans notre alimentation. On va essayer de choisir des aliments à grains entiers le plus possible avec des fibres. On va essayer de faire attention aussi à la teneur en gras au niveau de nos produits laitiers. Donc, on va prendre peut-être plus des laits écrémés, des yogourts avec moins de gras. Et les fameux fromages sont à faire attention. On sait que les fromages, c'est une belle source de calcium, hein, mais on veut faire attention au gras. Mais souvent, ce sont des produits qui sont assez gras. On dit aussi de faire attention aux viandes, hein, d'essayer de dégraisser un peu plus possible nos viandes pour que ce soit moins gras. Et les charcuteries. Hein, tu sais, les fameux jambons, bacon, saucisses, on sait que ce sont des aliments qui sont plaisants à manger, mais qui contiennent souvent une grande source au niveau là, du sodium, du gras. Hein. On sait qu'ils sont moins bons en général pour la santé, donc on peut en consommer, mais encore là, de façon modérée. Ça peut être un bon truc. Alors, il faut être équilibré dans notre alimentation. Effectivement. Et une belle façon de pouvoir le visualiser, c'est la méthode de l'assiette. Hein? On peut regarder sur l'image ensemble, hein, si on veut. Donc, la méthode de l'assiette, c'est une façon de se représenter nos repas du midi et du soir. En fait, il faut comprendre que cette méthode-là, elle est décomposable aussi. Hein? Donc, ça peut aussi représenter mes collations au courant de la journée. Donc, par exemple, si je n'ai pas mangé toutes les portions de légumes, je pourrais aussi les manger en collation un petit peu partout dans la journée. Donc, ce qu'elle nous propose, c'est que la moitié de mon assiette devrait être composée de légumes variés. Le quart de mon assiette devrait être réservé pour les viandes et les substituts. Et le dernier quart pour les féculents, donc pommes de terre, pain, pâtes, riz, etc. Et autour, on voit que j'ai une portion de fruits, une portion de produits laitiers. Donc, ça pourrait être ça, une assiette qui est équilibrée pour les repas du dîner et du souper. Ça nous donne quand même un petit guide, là, si on veut, là, pour mieux comprendre là, nos besoins, ce serait quoi? Alors maintenant, moi, je vais te parler de l'activité physique parce que tout à l'heure, on en a parlé. Alors, c'est important d'en faire. Et sais-tu comment on devrait en faire par semaine, Claudia, à peu 150 minutes d'activité par semaine ou 2h30. Oui, puis c'est facilement atteignable. Hein? Oui. Alors, une petite marche ici, monte l'escalier. On peut faire ça quand même quelques fois par semaine, puis ça va être vraiment facilement atteignable. Et c'est bon pour la santé de notre cœur. Oui, exactement, Claudia. Donc, je trouve qu'aujourd'hui, on a fait le tour de pas mal de choses. Hein. On a parlé de notre cœur, on l'a défini, on a parlé d'hypertension, d'hypotension. On a parlé aussi, en fait, d'angine, l'infarctus. On a parlé d'AVC et, naturellement, les saines habitudes de vie. Hein? Alors, c'était très intéressant. Je te remercie beaucoup, Claudia. Merci à toi. Donc, à bientôt. À la prochaine.